Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue au grand meeting de lancement de la campagne de municipale de Révolution Permanente Toulouse. On va commencer le meeting. Donc moi je m'appelle Alberta, je suis doctorante à l'Université du Mirail et je serai en charge ce soir de présenter les super intervenants du meeting et aussi de s'assurer du bon déroulé de cet événement. Pour commencer, je vais donner quelques informations pratiques. On a mis à votre disposition des masques pour les camarades avec une santé fragile. Vous pouvez vous en disposer, en avoir à l'accueil. Et aussi, on a mis en place une petite infirmerie. Donc, si vous avez un souci de santé ou un problème, n'hésitez pas à vous diriger vers les camarades de l'accueil là-bas tout au fond. Aujourd'hui, on est très nombreux et on est content d'annoncer dans ce cadre-là notre candidature. Et on a l'impression que les gens dans la salle, ça montre que notre message qu'on a dit sur l'affiche, le fait qu'on veut envoyer une travailleuse au Capitole, ça ramène des curieux et des curieuses et c'est tant mieux. On est dans un contexte de crise politique, ça n'a échappé à personne, où les premiers ministres se succèdent et la classe politique s'enfonce dans une pratique clownesque du pouvoir. Une chose est sûre, cette classe politique, elle ne nous représente pas et elle gouverne contre les intérêts des classes populaires. Dans ce contexte-là, avec Révolution Permanente, on a décidé de se présenter pour la première fois aux élections municipales dans 9 communes du pays. Et donc on sera présent à Paris 13, à Saint-Denis, à Bordeaux, à Saint-Avold, à Rennes, à Marseille, à Montpellier. Et partout, nous porterons des candidatures révolutionnaires pour faire entendre la voix de la jeunesse, des quartiers populaires, des travailleurs et des travailleuses. À Toulouse, on a décidé de se lancer avec une liste portée par Vanessa Pedinotti, qui est une travailleuse de l'aérospatiale, et avec elle, toute une équipe de jeunes de toutes les facs de la ville, de travailleurs de la santé, de l'éducation, de l'aéronautique. Et notre liste, c'est la liste de tous les pires ennemis de Moudenc, ceux qu'il réprime au quotidien, ceux qui l'exploitent et ceux qu'il méprise tous les jours avec ses politiques. À ce titre, je voudrais saluer la présence des collectifs qui nous ont fait le plaisir de venir tenir un stand à notre meeting, le collectif Vérité et Justice pour Bilal qui prendra la parole tout à l'heure et le collectif de solidarité avec la Palestine. Ce sont des combattants sans relâche des politiques de Moudenc qui non seulement censurent le combat en solidarité avec la Palestine, mais aussi musellent toutes les voix qui s'élèvent contre les violences policières. Et ils nous font l'honneur de venir tenir un stand, donc n'hésitez pas à aller regarder leur stand pour soutenir leur combat. Et les meilleurs combattants de Moudenc, ils sont sur la tribune, ils sont sur les stands, mais ils s'affairent aussi depuis plusieurs semaines partout dans la ville. Et à ce titre, avant de commencer le meeting, je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour toutes celles et ceux sans qui ce meeting n'aurait pas pu exister, qui depuis plusieurs semaines s'affairent pour le faire vivre sur la ville de Toulouse, avec des dizaines de collages, d'affiches, de porte-à-porte, de tractages, etc. Et s'il y a bien un endroit que Moudenc ne peut pas se saquer dans la ville, c'est l'Université du Mirail, c'est-à-dire plein d'étudiants, de personnel de l'université qui quotidiennement s'affrontent à l'université, à l'austérité, chantent leur solidarité avec la Palestine et s'affrontent aux politiques de Moudenc au quotidien. Donc pour commencer ce meeting avec la détermination et l'énergie qu'on connaît des jeunes du Mirail, je vais donner maintenant la parole à Rosane Kevel, porte-parole du Point Levé, le collectif étudiant et lycéen de Révolution Permanente. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement contente d'être ici ce soir. Extrêmement contente aussi de voir qu'il y a eu du bruit quand on a parlé de l'Université du Mirail. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont déter ce soir dans la salle. Et je pense qu'on a bien raison parce qu'en ce moment, on nous prépare beaucoup de choses pour nous, la jeunesse, beaucoup de plans. Et j'aimerais revenir sur ça. Il y a eu quelques mots qui ont été prononcés à Toulouse il n'y a pas longtemps qui disaient « La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace. Soyons prêts. Ce sera une condition du succès des opérations militaires, à terre, dans les airs et dans les mers. »
Vous imaginez bien que ces mots ne sont pas les miens, mais ce sont ceux de Macron, qui est venu à Toulouse nous alerter que la guerre arrivait et qu'il fallait s'armer. Alors le chef de guerre a un plan pour nous, accélérer les cadences, développer sa base spatiale installée, on le rappelle, dans sa colonie française en Guyane, et utiliser ses facs et leurs labos au service de la guerre. Et pour ça, il veut mettre les travailleurs, la jeunesse, au pas et faire de Toulouse la capitale de la militarisation. Alors, ce que je veux vous proposer ce soir, c'est de faire en sorte que Toulouse soit la capitale de la résistance à leur marche à la guerre. Macron et sa clique de bourgeois ont un énorme caillou dans la chaussure. Ils voudraient faire marcher au pas une jeunesse qui déteste Macron, qui soutient la Palestine et qui n'a pas peur de dénoncer la complicité de l'État français et de ses entreprises avec l'État d'Israël, mais qui aussi n'a pas peur de bloquer et d'occuper sa fac en soutien au peuple palestinien. Donc autant vous dire Alors vous l'aurez compris, autant vous dire que cette jeunesse, elle n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie d'aller prendre les armes, d'aller tuer ses voisins, et surtout pour des profits de capitalistes français qui nous promettent tous les jours la misère et le chaos. Alors tous les jours, on assiste à des nouvelles idées, des nouveaux tests de cette bourgeoisie française. Un jour, on veut nous promettre en fait d'aimer le drapeau tricolore et la patrie. Donc à Toulouse, par exemple, on assiste dans les facs d'ingé à des forums policiers. Dans les lycées souvent professionnels et de quartiers populaires, c'est une vraie mise au pas à laquelle on assiste. Il y a même l'armée qui vient directement dans le bahut pour animer des classes défense, faire poser les jeunes aux côtés d'armes en photo. Et pire encore, je ne sais pas si vous avez vu ce scandale il y a quelques jours, dans un lycée professionnel près de Paris, il y a des jeunes qui ont été forcés de jouer le rôle de prisonniers et qui ont été dans un genre de rallye citoyen organisé par des matons de la prison de Fresnes, ont été menottés, blessés et matraqués. C'est ça qu'on est en train de promettre à la jeunesse. À la fac de droit, au Capitole, c'est la promesse d'avoir quelques points en plus sur la moyenne si on s'engage comme réserviste dans l'armée. Et encore, au Mirail, c'est l'inauguration d'un plan Comète qui instaure un partenariat avec plusieurs entreprises complices du génocide en Palestine, comme Thales, Safran, et surtout qui veut mettre les sciences humaines au service de la guerre. Rien que ça. Et ces partenariats entre les entreprises et les facultés, elles font que se multiplier, avec les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur et la recherche qui sont utilisées comme des véritables chantages à la privatisation, transformant petit à petit nos facs en universités-entreprises. Au Mirail, le plan Comète promet de remodeler les programmes des filières pour aider à la guerre spatiale dont nous parle notre chef de guerre. En gros, la psychologie serait utilisée par exemple pour étudier la gestion du stress pour les petits groupes de personnes ou la vie en communauté dans des endroits restreints. Autrement dit, pas du tout les étudiants qui vivent dans 9 mètres carrés toute l'année, mais bien les astronautes dans des stations spatiales ou encore la marine dans les sous-marins. Donc voilà la priorité du gouvernement pour les jeunes. Aider la marine à apprécier regarder les poissons dans l'eau, mais alors absolument rien à faire des 32 000 étudiants qui vivent dans des cités universités à Toulouse, rien à faire non plus des 25 tentatives de suicide et des 6 étudiants qui se sont donné la mort depuis la rentrée de septembre dans une résidence Crous. Et quand un jeune sur 3 a des troubles anxieux ou dépressifs, dans la France de Macron, c'est dur de voir comment est-ce qu'on peut aller mieux. On est pauvre, parfois sans logement, on est plus d'1 sur 2 à travailler à côté de nos études, mais aussi à pas avoir de taf à la sortie de notre master. On est épuisé par les semaines à rallonge, et aussi on est stressé par la sélection à l'université qui ne fait que s'accroître. Moi, les amis, je taffe la nuit. Pour venir vous parler ici ce soir, j'ai dû me faire remplacer par d'autres collègues étudiants, et depuis que je suis à la fac, j'ai enchaîné les petits boulots. Ceux que personne veut. Ceux qui te font te lever tôt, ceux qui te font te coucher tard,
ceux qui te cassent le dos et te font avoir des douleurs quand t'es assis dans l'amphi, ceux aussi qui demandent de mettre des talons 9 heures par jour, qui te transforment en véritable panneau publicitaire et où tu dois subir les lourdeurs à longueur de journée pour pouvoir manger à la fin du mois. Cet été, je suis passée par la plateforme Mon Master, une vraie source d'angoisse. À 2 semaines de la rentrée, j'avais toujours pas de place à la fac. Et au final, je devrais m'estimer chanceuse, car moi, au moins, contrairement à des milliers d'étudiants, j'ai eu le droit de continuer à faire mes études. Alors vraiment, on se demande ce qu'on fout là, on se demande quel avenir on est en train de nous promettre. Et pendant ce temps-là, la filière de psychologie sont toujours plus sélectionnées. Ce matin même, à l'université du Mirail, vient d'être voté un plan de suppression de postes, notamment dans les filières de psychologie, et il est prévu 150 places en moins pour la première année pour les étudiants en psychologie au Mirail. Il est urgent d'arracher un investissement massif pour recruter des profs, pour ouvrir des places à la fac et pour recruter des médecins dans les hôpitaux et partout pour nous soigner, nous guérir et prévenir. Aussi, vous avez peut-être vu ma camarade du Point Levé, Cassandra, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, puisqu'elle a fait une intervention sur LCI où elle était face à un patron. Et ça a fait criser tous les droitards. Car ils supportent pas qu'une étudiante, elle prenne la parole, qu'elle dénonce ses conditions de vie, de travail, d'études, surtout qu'elle dise qu'elle n'a pas envie de perdre sa vie à la gagner et qu'elle n'a pas envie de mourir au travail. Ça, c'est important et je voudrais profiter ce soir de ce meeting pour rendre hommage à tous les jeunes qui perdent leur vie au travail. On pense à Lorenzo, 15 ans, mort sur un chantier. Lucas, 17 ans, mort dans une usine. Axel, 16 ans, mort dans un magasin pendant son stage. Nous, dans cette campagne, on veut faire entendre la voix de la génération Z, celle qui refuse d'accepter la précarité, celle qui se lève et celle qui se bat. Dans ces élections municipales ou nationales, ou de manière générale, ces jeunes, on ne leur donne pas le droit à la parole, on leur demande même pas leur avis. Quand t'es lycéen, que tu te mobilises, la seule réponse que tu as, c'est la répression et c'est la matraque. Nous, on pense que la jeunesse, si elle peut se faire réprimer, si elle peut se faire exploiter, si elle peut mourir au travail, elle a le droit à avoir une voix. Et on pense que c'est le strict minimum de revendiquer le droit de vote pour tous les jeunes à partir de 16 ans. Notre génération, c'est celle qui se bat pour son avenir. C'est celle qui refuse que ce soit les pauvres qui aient à payer la crise. Moi, à 19 ans, quand je travaillais à Chronodrive, je m'étais organisée avec mes collègues, car il y avait des agressions sexistes et un climat complètement insupportable dans l'entreprise. Suite à ça, l'entreprise a voulu me virer, et avec mes collègues, on a organisé les premières grèves de l'histoire de l'entreprise. C'était contre les violences sexistes et sexuelles, contre un faux progressisme que la direction avait, qui disait qu'elle était cool et féministe, mais qui en réalité tolérait les violences sexistes et sexuelles. Et ça, il y a eu beaucoup d'échos dans l'entreprise, de la part de mes collègues hommes et femmes, mais aussi au-delà. Des collectifs étudiants, des collectifs féministes, des syndicats qui se sont mobilisés, et toute une jeunesse qui refuse l'exploitation, qui refuse les conditions de vie de merde qu'on est en train de nous promettre, mais surtout qui refuse aussi la double peine des travailleuses au travail. Notre génération, c'est celle qui fera payer la crise à tous ceux qui crisent parce que Cassandra, elle demande où est l'argent. Elle fera payer la crise aussi à tous les bourgeois qui pleurent parce qu'ils se demandent où sont passés les bijoux de la couronne. Notre génération, elle fera payer Bernard Arnault, Dassault et tous les milliardaires de ce pays. Car pendant que nous on trime, pendant qu'on taxe sans cesse notre génération d'être une génération de feignants, nous, on est surtout la génération qui a vu le boom des inégalités. Car pendant qu'il y a encore plus de pauvres d'année en année, en 2008, les amis, il y avait 12 milliardaires en France. Aujourd'hui, il y en a 52. Ces grandes fortunes, elles doivent rendre l'argent. Ça doit servir à financer un revenu étudiant, à hauteur du SMIC, investir dans les facs pour qu'elles soient accessibles et gratuites pour toutes et tous. Au Mirail, depuis plusieurs années, on mène le combat contre la précarité, contre les oppressions, contre l'exploitation au quotidien. Et je peux vous dire que ça fait criser Moudinque et ses copains. Déjà, parce qu'on est la première force politique au Mirail. Nos élus, dans les conseils centraux, c'est pas des élus qui sont là pour co-gérer la misère, main dans la main avec la présidence et faire avec les miettes qu'on nous donne, et voire même pas les miettes. Non, nous, c'est des élus de combat qui pensent qu'il faut juste porter la voix des revendications étudiantes et se battre par le rapport de force
en alliance avec les travailleurs et les travailleuses de la fac, parce que c'est la seule manière de les gagner. Ensuite, car pendant que Moudinque illuminait le Capitole aux couleurs du drapeau israélien et que tous les rassemblements étaient interdits en ville, nous, on a ouvert les portes de notre fac et impulsé le premier rassemblement en soutien au peuple palestinien à la fac du Mirail. Et depuis, tous les jours, la solidarité avec le peuple palestinien, elle s'organise sur toutes les facs de Toulouse. Et alors que Moudinque voudrait appliquer l'austérité tranquillement sans qu'on dise rien, nous, on mène le combat au quotidien contre les coupes budgétaires. L'année dernière, on a été solidaires des bibliothécaires en lutte qui ont impulsé une grande coordination sur la ville et ça, on en est très fiers. Ces dernières semaines, on s'est mobilisé aux côtés des professeurs de l'université contre les suppressions de postes. Et pendant que Moudinque dirige la ville au service de l'extrême droite, comme par exemple quand il censure une lecture pour enfants faite par des drag queens dans les médiathèques, nous, on organise au quotidien et sur nos universités contre les idées nauséabondes. L'année dernière, on a organisé un grand événement antifasciste impulsé par 60 organisations avec 1000 personnes sur la fac du Mirail pour dire que l'extrême droite n'avait rien à faire dans nos facs ni ailleurs. Et ça les fait criser. Car le Mirail, c'est un endroit où leurs politiques ne sont pas tolérées. Et ce que je veux vous proposer ce soir, c'est de faire ça partout à Toulouse. Nous, on n'est pas dupes. On sait que l'austérité, c'est le résultat de choix politiques. Les budgets militaires explosent et avec un seul avion Rafale, le fleuron de l'industrie militaire française, on pourrait financer pas moins de 833 postes d'enseignants-chercheurs à l'université. Ou encore des dizaines de masters et licences. Je vous laisse faire le calcul pour tous les secteurs de la société. On ne veut pas un seul euro. On ne veut pas une seule vie pour leur guerre. Et on ne veut pas non plus un seul partenariat entre les entreprises et nos facs. Rendez-vous compte jusqu'où ça va. À l'université du Capitole, Airbus est présent même au sein du conseil d'administration de l'université. Nous, à l'inverse, ce qu'on voudrait faire, c'est faire rentrer les travailleurs et les travailleuses, les syndicats de base, de l'aéronautique, du spatial, de la santé, de l'éducation, dans la fac, dans les conseils décisionnaires de la fac, pour repenser nos filières en lien avec les professeurs et les personnels, pour voir comment est-ce qu'on pourrait appliquer une réelle sécurité au travail, une réelle santé au travail et une réelle égalité au travail. Mais aussi comment est-ce qu'on pourrait penser des nouvelles méthodes éducatives dans les écoles, ou alors la reconversion de secteurs polluants de l'industrie, comme à Toulouse avec l'aéronautique. Et comme si ça suffisait pas, au-delà du mépris pour nos vies, ce sont nos combats que les bourgeois tentent de récupérer. Par exemple, pour justifier le plan Comète dont je vous ai parlé, la fac vante son souci de féminiser le secteur aérospatial. Alors pour rappel, ça c'est une hypocrisie sans nom, puisque l'année dernière, la fac du Mirail, elle a voulu fermer un master qui traitait des questions de genre et psychologiques. Nous, on n'a pas laissé faire ça, et grâce à la mobilisation, on s'est battu avec des milliers d'étudiants et on l'a fait réouvrir. Et ça, c'est un combat féministe. Le combat contre la militarisation, le combat contre la précarité, ça, ce sont des combats féministes. Rien à voir avec un faux vernis progressiste qui pense que pour être féministe, il suffit de mettre des treillis, mais roses. Il n'y a pas que la jeunesse et les facs qui veulent mettre au pas. Test de fertilité, réarmement démographique, vous avez sûrement déjà entendu ces mots. Ils veulent non seulement mettre nos savoirs, mais aussi nos corps au service de la guerre. Ces discours, ce ne sont ni plus ni moins que les mesures portées par l'extrême droite. Dans le monde, on voit que les réactionnaires, ils avancent partout. Leur projet, c'est de nous rayer de la carte, parler de terrorisme trans pour mener une guerre contre un soi-disant ennemi intérieur, et discipliner nos identités, nos sexualités, nos vies, pour faire de nous des toutous dociles au travail comme à la guerre. Alors il faut qu'on s'organise, qu'on se regroupe, pour ne rien laisser passer. Ce 22 novembre, on prendra la rue, avec du pain et des roses et Révolution permanente, pour dire que l'extrême droite n'a pas sa place, ni à Toulouse, ni dans nos luttes. Et on rendra hommage à Lison, étudiante de mon université, tuée en décembre dernier par son ex-conjoint, ainsi qu'à toutes les victimes du patriarcat.
que plus aucune femme ou minorité de genre ne se retrouve piégée dans un foyer violent, notre liste, elle se bat pour des logements d'urgence qui soient mis en place par les facs, par les villes, et pour une mise en place d'une allocation à hauteur du SMIC pour toutes et tous. Dans les entreprises, dans les écoles et dans chaque quartier, on doit avoir des maisons d'accueil, des commissions indépendantes, des directions d'universités et d'entreprises et dotées de moyens à la hauteur pour lutter et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Ce soir, je veux m'adresser à tous les jeunes qui sont dans cette salle. Il faut qu'on fasse entendre notre voix dans les élections municipales. Si on le fait pas, personne va le faire à notre place. Ce combat, c'est le vôtre. Cette campagne, c'est la vôtre. Cette campagne, elle doit être le rendez-vous de toutes celles et ceux qui veulent un futur qui donne envie, qui veulent se donner les moyens de combattre le système qui nous opprime aussi. C'est une campagne qui doit regrouper les forces pour demain lutter contre Macron et l'extrême droite. Alors rejoignez la campagne, faisons-nous entendre plus fort ensemble et continuons de faire criser Moudinque, les patrons et Macron. Merci Rosen. Pour manifester, comme le disait Rosen, contre l'extrême droite, contre les violences sexistes et sexuelles, on organise un cortège révolutionnaire avec du pain et des roses. Pour s'inscrire, pour participer, vous pouvez aller voir nos camarades là-bas au stand de du pain et des roses. La manif, elle aura lieu à 14h à Jeanne d'Arc, le 22 novembre. Ce soir, on devait avoir des travailleurs des bibliothèques à nos côtés, qui sont connus pour leur grande grève contre l'austérité l'année passée. Mais nous avons appris que tous les agents de la mairie, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui font tourner la ville au quotidien, dans les services publics, dans les espaces verts, la voirie, etc., n'ont tout simplement pas le droit de se prononcer sur la campagne municipale. C'est une mesure ultra antidémocratique, mais nous, on peut vous donner une promesse avec Révolution Permanente. On va tout faire, si les bibliothécaires et les bibliothéqueuses ne peuvent pas parler, nous, on sera leur voix dans la campagne et je vais donc commencer par lire une déclaration de ces bibliothécaires en lutte. On peut faire un maximum de bruit pour les bibliothécaires. Nous faisons cette déclaration parce que nous sommes aujourd'hui empêchés de parler en notre nom. Nous sommes des bibliothécaires qui voulions faire entendre notre voix durant cette campagne des municipales. Malheureusement, nous sommes empêchés légalement de pouvoir le faire au nom du devoir de réserve envers notre employeur, le maire de Moudinque, de Toulouse. Sous prétexte que nous sommes payés par la mairie de Toulouse, notre voix est muselée. Nous ne pouvons être ni candidats, ni participer publiquement à une campagne municipale. Nous tenions ce soir à dénoncer ces lois qui sont pour nous antidémocratiques. Nous avons été les premiers à faire face à l'austérité que voulait nous imposer la mairie. Et l'année dernière, nous avons dit non à cette austérité avec une lutte qui a duré près de 7 mois. Nous avons porté, dans cette mobilisation, la défense de nos collègues contractuels qui allaient être jetés par la porte parce que ce sont aujourd'hui les premières victimes de l'austérité. Nous avons défendu notre dignité face à des conditions de travail qui se dégradent au fil des années. Et nous avons surtout défendu un accès aux services publics et à la culture qui reste accessible à toutes et tous. Ce combat, nous l'avons mené avec beaucoup d'autres secteurs. Les ADSEM, les Beaux-Arts, le collectif Culture en lutte et bien d'autres. Et ce combat, il a été victorieux, puisque nous avons réussi, par la grève, à permettre la réouverture de la médiathèque de Saint-Exupéry dans le quartier populaire de Bagatelle, ou encore la sauvegarde de nombreuses associations culturelles. Ce sont donc celles et ceux qui vivent en première ligne l'austérité et qui se battent pour les services publics toulousains qui sont aujourd'hui interdits de parler. Derrière cette interdiction, c'est aussi un exemple de l'antidémocratisme que nous vivons au quotidien. Nous sommes juste bons à être des votants tous les 6 ans et à travailler pour 1 600 € sans avoir voix au chapitre. Pourtant, nous avons notre mot à dire sur comment gérer aujourd'hui les services publics à Toulouse, parce que ce sont nous qui le faisons tourner au quotidien.
Encore une fois, ce sont les élus et politiciens professionnels qui gagnent des milliers d'euros, qui sont déconnectés du terrain et des réalités, qui auront un boulevard pour exprimer leur opinion. Mais nous n'en resterons pas là. Nous continuerons à faire entendre notre voix, nos idées et notre projet pour notre travail, nos services publics, car nous sommes convaincus que ce sont les bibliothécaires, les jardiniers, les ATSEM qui seront toujours les plus à même de savoir comment réellement faire exister des politiques culturelles et sociales. Nous savons mieux gérer nos services publics, nous savons mieux comment les développer pour qu'ils correspondent aux besoins des usagers et surtout comment rendre les services publics accessibles à toutes et tous. Nous sommes persuadés que nous sommes les plus à même de les gérer en fonction des besoins des intérêts des classes populaires à la place des politiciens professionnels et cela, nous le démontrerons à chaque occasion, soyez-en sûrs. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour les travailleurs et les travailleuses des bibliothèques de Toulouse. Pour la prochaine intervention, je vais donner la parole à Leïla, qui est la belle-sœur de Bilal et porte-parole du collectif Vérité et Justice pour Bilal. C'est une grande fierté de pouvoir compter sur sa présence ce soir et qu'elle nous partage son combat et sa détermination dans le combat pour la justice et la vérité pour Bilal, mais aussi pour toutes les victimes de violences policières. Fait que c'est un maximum de vous. Je commence avec de l'émotion. Je tiens d'abord à remercier Révolution Permanente de nous offrir cet espace. Dans le contexte de cette campagne, un espace où notre voix peut se déployer librement, où notre récit et nos revendications trouvent un écho puissant et un relais concret pour notre combat dans le drame qui continue à traverser ma famille. La solidarité de votre mouvement dans cette épreuve n'a pas été une simple réaction. Elle a été un acte concret. Un engagement profond pour la justice et la vérité. Une solidarité active, qui ne reste pas limitée à l'individuel, mais qui se transforme en force collective. Aujourd'hui, notre lutte pour la justice ne se limite pas à notre propre souffrance. Elle s'inscrit dans un combat plus large. Celui de cette volonté de justice sociale et humaine que vous portez et que nous partageons désormais ensemble. Même si beaucoup connaissent déjà notre histoire, il est nécessaire de porter notre témoignage encore une fois afin de mettre en lumière cette réalité, ce poids quotidien que nous traversons, pour comprendre l'ampleur des obstacles auxquels une famille peut être confrontée, et cela dans un deuil incomplet. Je m'appelle Leïla. Je suis la voix du comité Vérité et Justice pour Bilal. Bilal était mon beau-frère, et il avait seulement 34 ans. Époux dévoué et père aimant d'une petite fille de 7 ans, il était un mécanicien respecté et estimé de toute sa communauté. Le 24 janvier dernier, il roulait sur sa moto, de retour d'un rendez-vous médical dans le quartier de Bagatelle, au Mirail. Ce jour-là, une succession d'événements d'une gravité exceptionnelle a conduit à sa mort. Selon plusieurs témoignages, alors qu'il traversait un rond-point près du marché hebdomadaire du quartier, un policier municipal engagé dans une manœuvre de contrôle sur un automobiliste se serait engagé sur son parcours et aurait porté un geste soudain et inexpliqué sur son casque, sans avertissement ni motif apparent. Ce geste d'une brutalité insondable l'a déséquilibré et projeté hors de son parcours. À cet instant précis, un véhicule de la police nationale s'est lancé à vive allure pour le percuter de plein fouet. Le choc fut d'une violence inouïe. Il est projeté dans les airs, sous la force de l'impact, retombant au sol, sa tête heurtant la bordure du trottoir. Ce qui a suivi soulève des interrogations d'une gravité morale encore plus grande. Plutôt que de recevoir une assistance médicale, Bilal aurait été menotté, main derrière le dos, maintenu au sol, écrasé sous le poids de plusieurs policiers. Des témoins l'ont entendu articuler péniblement des appels à l'aide, chaque souffle semblant arracher les mots de sa gorge, répétant qu'il ne pouvait plus respirer. Dans cet état d'urgence vitale, son casque lui aurait été retiré par les policiers, avant même l'arrivée des secours. Pourquoi et dans quelle intention? D'après les témoins, Bilal se trouvait dans un état critique, tandis qu'une panique générale régnait sur les lieux, mêlant tentative de repousser la foule et la stupeur des passants. L'alerte médicale n'aurait été déclenchée qu'après un retard anormal, certains parlent de presque 45 minutes. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Bilal est décédé peu après son admission. Le lendemain de la mort de Bilal, et à sa demande, nous avons rencontré le directeur de la police départementale qui nous a reçus en urgence, étant donné la gravité de la situation. Il nous a affirmé que selon ses premiers éléments, la piste accidentelle était privilégiée, exclusant toute responsabilité policière. Selon lui, Bilal aurait perdu le contrôle de son engin. Peut-être qu'il roulait trop vite.
Lors des rendez-vous avec la hiérarchie policière, face aux premiers témoignages en notre possession et aux questions légitimes que toute famille en deuil pourrait s'opposer sur une potentielle implication de la police dans cette affaire, la réponse a été marquée par une froideur distante, rejetant l'idée que toute autre version des faits puisse être envisageable. Depuis 10 mois, malgré les demandes répétées de nos avocats, nous n'avons toujours pas eu accès à la moindre information, aux éléments de base essentiels du dossier. Les images de vidéosurveillance sur les lieux, le rapport d'autopsie et d'autres pièces pourtant cruciales à la manifestation de la vérité. Car dans les jours qui ont suivi la mort de Bilal, nous avons été privés du rapport d'autopsie. Initialement, il nous avait été assuré que nous y aurons accès, dans la semaine. Mais cette décision a été modifiée à la dernière minute. Placé sous scellé, ce document nous a été refusé. Et nous avons malgré tout, dû enterrer le corps de notre frère avec la déchirure insupportable qu'une part essentielle de la vérité repose désormais avec lui. Ce silence institutionnel nous a privés de la possibilité d'une contre-autopsie, alors même que plusieurs témoignages faisaient état de violence sur la victime. On percevait, confusément, à partir de ce moment-là, que quelque chose se verrouillait. Non pas la vérité elle-même, mais la possibilité d'y accéder. Puis le silence. Un silence officiel, lourd, méthodique. Dans ce contexte difficile, notre famille a subi et continue de subir les manifestations d'une opacité systématique et de contraintes exercées, tantôt discrètes, tantôt assumées. Ce que nous vivons n'est pas simplement un deuil, c'est une double peine. C'est porter à la fois le poids du vide laissé par Bilal et celui du soupçon. Quelques semaines après la tragédie, la municipalité a fait le choix de soutenir publiquement la police municipale, par un tweet, détournant ainsi l'attention de la réalité que nous vivions. Plutôt que de répondre aux souffrances de la famille, elle a abordé des sujets périphériques, engageant un règlement de compte avec un de nos soutiens et insinuant que nous, la famille, étions des personnes manipulées, avec une déconnexion totale de notre douleur. Quelques semaines plus tard, une rencontre a été organisée à la mairie, non pas avec le maire, comme nous l'espérions, mais avec ses représentants. Nous en avons retenu qu'il fallait s'apaiser, faire son deuil et laisser la justice faire son travail. On nous a demandé de contenir nos expressions, ne pas perturber la tranquillité du quartier. Nos actions et mobilisations étaient perçues comme une menace pour l'ordre établi, comme si notre souffrance nous pouvait nuire presque à tout un système. Ma sœur, épuisée par la perte de son conjoint, a alors exprimé le désir de quitter le quartier pour protéger sa fille. Elle leur a donc formulé une demande urgente de relogement, chose qui naturellement est dans leur pouvoir. Car chaque jour, cette petite fille traverse le rond-point où son père a perdu la vie, confrontée aux policiers municipaux, peut-être les mêmes, qui la font traverser, et à cette mémoire douloureuse. Le matin, elle se réveille avec la vue depuis sa fenêtre sur ce lieu. Le soir, elle ferme ses volets dans l'obscurité. Toujours dans la même vue. À l'école située à quelques mètres de là, le drame de son père lui est rappelé à chaque récréation, à chaque détour de son quotidien. Cet enfant n'aurait jamais dû refaire sa rentrée dans cette même école. La municipalité, depuis des mois, a laissé cette situation perdurer, transformant chaque journée à une épreuve violente et déshumanisante pour cet enfant et pour notre famille. Depuis, aucun suivi, aucun retour. Malgré leur engagement rapide, rien n'a été effectué. Ce n'est pas un luxe, une faveur, mais le strict minimum pour permettre à cette famille de se reconstruire. Alors peut-on s'interroger, est-ce là une punition supplémentaire pour avoir voulu maintenir la mémoire de Bilal vivante? Est-ce que notre volonté de continuer à témoigner, de ne pas nous taire, serait à l'origine de cette indifférence et de ces dénis systématiques? Et quand la douleur tente de se faire entendre, elle ne rencontre pas seulement l'entrave, mais aussi la stigmatisation de ceux qui tentent de la réduire au silence. Un exemple particulièrement marquant remonte à juin dernier, lorsque nous avons voulu rendre un hommage à Bilal. La préfecture a interdit notre rassemblement. Mais ce qui a été le plus choquant n'était pas l'interdiction en elle-même, c'était le contenu de cet arrêté. Bilal était présenté comme un conducteur imprudent, roulant à vive allure, refusant d'obtempérer. Cette version des faits non seulement déforme la réalité, mais elle altère également la perception de sa mort. Voir une autorité administrative reprendre une telle version prématurée et orientée est profondément troublant. C'est un jugement rendu avant même que la justice ne puisse se prononcer, une tentative de modeler l'opinion publique à travers un récit biaisé qui ne laisse pas de la place à la vérité. Nos nombreux soutiens ont été disqualifiés, réduits à leur appartenance politique, tantôt catalogués à l'extrême gauche, tantôt qualifiés de révolutionnaires, voire accusés même de défendre d'autres causes comme celle de la Palestine. 3 pages d'acharnement, à peine croyables, une confusion des registres qui défient la raison et relèvent l'absurdité d'un tel traitement. Par cet arrêté, la préfecture a dépassé son rôle. Par cette écriture froide et mensongère, l'État a transformé la douleur d'une famille en dossier administratif. Ce geste apparemment banal est une autre forme de violence, une violence sans coup, mais d'une profondeur immense, comme si toute expression de solidarité devenait par essence suspecte. Cette manœuvre a voulu détourner l'attention du cœur de notre combat, tout en isolant la famille. Pour nos avocats et la Ligue des droits de l'homme et nos nombreux soutiens, cette posture justifiée au nom de l'ordre public représente un réel danger pour notre démocratie.
Enfin, en juin dernier, le procureur a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. L'enquête est désormais confiée à une juge d'instruction. C'est une étape importante, un signal positif que nous recevons avec lucidité, mais la route reste longue. Et le chemin de la justice exige patience et vigilance. Nous avons choisi de croire en la justice, non pas par confort, mais parce qu'elle est un principe fondamental, celui de l'égalité devant la loi, de la transparence, de l'impartialité et de l'intégrité. Une justice qui ne se plie ni aux puissants, ni aux pressions, mais qui agit pour le respect des droits et de la dignité humaine. Les familles de victimes, malgré un profond sentiment de pessimisme, se voient souvent contraintes de maintenir leur combat avec le sentiment que dans la majorité des cas, la justice reste inatteignable. Cette injustice dépasse l'individualité des violences policières. Elle réside dans des pratiques institutionnelles profondément ancrées. Pour beaucoup, ce système ne garantit pas une protection équitable, mais accentue l'abandon des territoires populaires. La violence policière, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique, est une réalité quotidienne dans ces territoires. Elle se manifeste par des contrôles incessants, des stigmatisations, des humiliations et parfois même des drames tragiques. Ce climat de violence et de méfiance nourrit une rupture totale avec les autorités. Les habitants de ces quartiers ne voient plus la loi comme un bouclier protecteur, mais comme un simple instrument de maintien de l'ordre. Ils vivent dans ce que l'on pourrait appeler des zones de non-droit, où la violence policière et la stigmatisation sont omniprésentes. Ce qui aggrave cette situation, c'est l'impunité qui entoure tous ces abus. Trop souvent, ces violences restent sans réponse, et les responsables demeurent hors de portée. Cette absence de responsabilité alimente un sentiment de trahison et d'abandon. Les victimes, mais aussi toute une population, se sentent rejetées par les institutions, censées les protéger. La justice, loin de servir de rempart, est perçue comme un simple instrument de contrôle. Et face au silence des institutions, face aux récits tronqués, face à l'oubli organisé, il ne nous reste plus qu'une chose: parler, témoigner, résister, transmettre. Tant qu'il y aura des voix pour dire les noms, tant qu'il y aura des mains pour se tendre, ce qui est juste finira par se faire entendre. Pour Bilal, pour la vérité, pour la justice, pour la dignité humaine, pour ce qui doit être reconnu, pour ce qui ne peut être ignoré, pour tout ce qui ne peut se taire, je vous remercie. Justice pour Bilal! Merci beaucoup, Leïla, pour ton discours, et on continuera à être à côté du collectif Vérité et Justice pour Bilal tant qu'il le faudra, et aussi pour toutes les victimes de violences policières. Le combat contre les violences policières, c'est aussi un combat antiraciste, et c'est en ce sens que je vais donner la parole à Galé Coulibaly, qui a été connu il y a pas longtemps puisqu'il a mené une grève antiraciste dans le secteur du social à l'UCRM. L'UCRM, c'est une structure du social dans laquelle les travailleurs ont décidé de refuser de participer au tri raciste organisé par les institutions. Donc, je vous demande de faire un maximum de bruit pour lui. Merci et bonsoir à tous. Ça marche, ça fonctionne, c'est bon. Très bien. Déjà, je voudrais commencer par remercier le comité Vérité et Justice pour Bilal. Remercier d'être présent aujourd'hui, pour leur courage, pour leur soutien. Je sais à quel point le temps et l'énergie sont précieux quand on se lance dans ce combat. Le combat pour la vérité et la justice. Et je veux dire clairement et le rappeler, ça a été dit par la camarade, tu le sais, mais on le dit quand même, on sera toujours à vos côtés jusqu'à la fin, jusqu'à la vérité et jusqu'à la justice. Parce que cette bataille, c'est aussi la nôtre. Notre organisation sait à quel point il est indispensable de faire l'unité lorsque l'on s'affronte à l'État. Car oui, ce qui est arrivé à Bilal, ce n'est pas une bavure. C'est l'expression d'un système qui opprime les quartiers populaires et qui, au fond, nous opprime tous. C'est d'abord un flic qui tue, ensuite c'est la justice qui assure l'impunité,
Et derrière, c'est les relais politiques qui s'occupent de faire le SAV. Ça a été dit, mais Moudingue s'est empressé d'apporter son soutien à la police et derrière a multiplié les tentatives d'intimidation pour faire taire la famille. J'ai également envie d'avoir une pensée pour Mikey, décédé le 25 juillet 2024, après avoir été touché à la tête par une balle suite au tir d'un gendarme. Et début septembre, son père et deux de ses proches ont été placés en garde à vue. Et leur seul crime, c'est d'avoir crié leur rage et d'avoir réclamé la justice. Quand nos frères et sœurs résistent et qu'ils ne meurent pas, on les enferme. Police, justice, prison, ce sont les outils mis au service d'un pouvoir qui maintient la domination de quelques-uns sur l'ensemble des travailleurs. Moi aussi, je suis issu d'un quartier populaire. Alors, quand je vous parle d'oppression, vraiment, je suis pas en train de vous parler de théorie. J'ai grandi dans ces lieux que l'État surveille plus qu'il ne protège, où on apprend très tôt à éviter les contrôles. J'ai subi mon premier contrôle, j'avais l'âge de 11 ans. Samedi dernier, j'ai participé au rassemblement contre les violences faites aux enfants. Et j'ai entendu le témoignage d'une jeune majeure, prise en charge par l'ASE. Et ça m'a bouleversé parce qu'elle a dit une phrase qui a fait écho en moi. Elle a simplement rappelé que nous, les enfants racisés, on n'a pas le droit d'être des enfants. Aujourd'hui, je suis travailleur social. Plus précisément, je suis moniteur éducateur. Vous connaissez peut-être plus éducateur spécialisé. C'est la même chose, sauf qu'on est moins payé. Et notre boulot, c'est d'être sur le terrain, d'être au plus près des personnes. On est censé les accompagner dans leurs difficultés du quotidien, de créer du lien, de soutenir, de les protéger, de redonner des repères et de la dignité. Mais ce métier, il nous met surtout au cœur de ce système. Chaque jour, je vois comment les institutions peuvent humilier, trier et exclure. Comment les décisions administratives fabriquent de la misère et parfois brisent des vies. C'est cette position, au plus près de la violence sociale, qui m'a encore fait plus réaliser l'urgence et la possibilité d'agir. La possibilité d'agir, alors avec les collègues de mon association, on a participé à la mobilisation du 10 septembre. Nous avons fait grève parce que nos conditions de travail sont indignes. Mais aussi parce qu'on nous demande trop souvent d'être la façade humaine d'un système qui détruit celles et ceux que nous accompagnons. Parmi nos revendications, il y avait la réquisition des logements vides. Alors quand je vous parle de la réquisition des logements vides, je ne fais absolument pas référence à la loi de 1945 qui permet de le faire, parce que si on se réfère à cette loi, ça veut dire supplier le préfet, le même préfet qui enchaîne les expulsions, donc vous voyez le non-sens. Quand je parle de réquisition des logements vides, c'est évidemment l'alliance des travailleurs et des personnes concernées qui s'organisent pour le faire par eux-mêmes. Il y avait également le refus des expulsions. Et ces revendications, pour nous, c'est des revendications qu'on porte depuis longtemps, et notamment au travers de notre combat et du soutien qu'on apporte aux mineurs isolés. Les mineurs isolés, c'est ces enfants qui souvent sont venus des pays qui asphyxiés par les États impérialistes, considérés comme des étrangers avant d'être considérés comme des enfants, et contraints de subir des évaluations dégueulasses. On les oblige à raconter leur exil, sans jamais les croire. On leur fait passer des tests osseux, alors qu'on sait que c'est une méthode qui a je me suis perdu.
une fiabilité plus que douteuse. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour au final les jeter à la rue. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gamins une fois qu'ils sont à la rue? Ils se rassemblent, ils s'organisent, et oui, ils occupent des bâtiments qui sont vides. Et malheureusement, depuis trop longtemps, on assiste à leur expulsion répétée. Là encore, Moudinque, à chaque fois, il s'est aligné sur la préfecture. À chaque fois, il a félicité les forces de l'ordre qui exécutent ces mises à la rue. Et aujourd'hui, ils occupent un bâtiment qui appartient à la mairie, et la mairie a déposé plainte contre eux et demande leur expulsion. Ils appellent ça la gestion sociale. Nous, on appelle ça la violence d'État. Cette violence, elle ne s'arrête pas là. Dans l'académie de Toulouse, en juin 2025, 1741 élèves reconnus comme handicapés étaient sans solution d'accompagnement. À la rentrée, la situation s'était encore aggravée, au point qu'un collectif de parents a dû poursuivre le rectorat. Pendant ce temps, des AESH et des contractuels spécialisés attendent toujours d'être recrutés, 3 mois après la rentrée. Et certains ont dû même déposer plainte face au retard. Voilà le vrai visage d'un État qui prétend protéger, mais qui abandonne les plus vulnérables. Et moi, aujourd'hui, en tant que père, je le vois tous les jours. Les enfants des quartiers populaires subissent une machine à broyer. Des cantines hors de prix, des places de maternelle difficiles à trouver, des écoles sous-équipées, une ségrégation persistante selon le quartier où l'on est. Naître au Mirail ou naître au centre-ville, ça nous offre pas les mêmes opportunités de scolarité. Pour les filles et les mères qui portent le voile, à qui on veut interdire l'accompagnement des sorties scolaires, la stigmatisation est constante. Des contrôles humiliants aux attaques récentes sur la baya, jusqu'à des incidents absurdes, comme à Champigny, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, où des agents ont confondu le terme AESH et le terme Daesh. Alors, c'est assez risible, on peut en rire, moi ça m'a fait rire. Mais en vrai, ça montre à quel point l'islamophobie est devenue un vecteur central de contrôle et de différenciation sociale. L'islamophobie, il faut en avoir conscience, ça sert à désigner, à fabriquer un ennemi intérieur, à habituer la population à la surveillance, à la militarisation, à un ordre policier présenté comme naturel, justifiant ensuite les violences d'État à tous les niveaux et, comme on vient de le dire, de la rue jusque dans les écoles. Merci. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder le rôle du racisme dans tout ça. Le racisme, c'est pas une oppression individuelle. C'est un outil politique. Il sert d'abord à organiser l'exploitation. Les sans-papiers, on les laisse dans l'illégalité pour que des patrons puissent les faire travailler pour presque rien, dans des conditions que personne d'autre n'accepterait. Le racisme et l'exploitation fonctionnent ensemble. L'un rend possible l'autre. C'est pour cela que revendiquer la régularisation des travailleurs, comme le fait une partie de la gauche, ce n'est pas neutre. Cette position, elle prolonge un rapport colonial. Elle dit que certaines vies méritent des papiers seulement s'ils sont utiles à l'économie de l'État. C'est la vieille logique qui réduisait les colonisés à une main d'œuvre C'est la même logique qui réduisait les colonisés à une main d'œuvre exploitable. Aujourd'hui encore, on voudrait que les sans-papiers, ils construisent, ils livrent, ils nettoient, mais qu'ils restent invisibles et qu'ils ferment bien leur gueule. Nous refusons cette hiérarchisation des vies. Nous disons régularisation de tous les sans-papiers sans aucune condition.
parce que la dignité, c'est pas un contrat de travail. C'est important de le comprendre et de vraiment le comprendre parce que certains s'étonnent encore ou ne comprennent pas pourquoi on ne s'allie pas avec la gauche qui revendique seulement la régularisation des travailleurs. Nous, on refuse l'alliance avec cette gauche. Nous refusons d'oublier ce qu'a fait le Parti socialiste. Celui qui a organisé le tri raciste des mêmes mineurs isolés dont je parlais juste avant. La circulaire Taubira qui est sortie en 2013. C'est elle qui organise ce tri. Aujourd'hui, en 2025, vous l'avez peut-être entendu parler, mais c'est Hidalgo qui expulsait les mineurs isolés de la Gaîté Lyrique et qui disait qu'il était nécessaire de le faire. Ce même Parti socialiste, on n'oublie pas, c'est lui qui a imposé l'état d'urgence, expulsé Leonarda pendant une sortie scolaire, voté la loi sur le refus d'obtempérer et tenté la déchéance de nationalité. Alors on tape sur le Parti socialiste, mais on n'oublie pas les écologistes non plus. Aujourd'hui, ils ont des mairies. À Bordeaux, ils ont armé les flics. La police municipale est armée. À Lyon, ils ont expulsé les squats. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, Éric Piolle, lorsque le CCIF s'est fait dissoudre par Darmanin, lui, ce qu'il a fait, il a demandé au CCIF de rembourser les subventions qu'il avait données. On vous oublie pas. Notre perspective à nous, elle est révolutionnaire. Nous savons que ce système, il se referme pas. Il se combat. Nous nous présentons pour faire entendre une voix pour toutes celles et ceux qu'on interdit de rêver. Pour celles et ceux qu'on surveille, qu'on exploite, qu'on invisibilise. Transformer la société ne se fera pas en douceur. Mais avec celles et ceux qui refusent de se taire et de baisser la tête. C'est exactement ce que porte notre programme. Une vision où chacun peut exister pleinement, où la justice n'est pas un mot vide. Alors ce qu'on demande, je l'ai dit, je le répète, la régularisation de tous les sans-papiers et sans condition, parce que la liberté n'attend pas de papier. Chaque personne doit pouvoir vivre sans peur, avec dignité et des droits égaux. Le désarmement de la police et la fin de la violence d'État. La sécurité sert toujours d'excuse à la violence. Il est temps de mettre fin à la répression et de protéger réellement les vies de toutes et tous. La réquisition de logements vides et l'arrêt des expulsions. Personne ne doit dormir dehors pendant que des murs restent vides. Des moyens massifs pour les services publics, la santé, l'éducation, les transports, la culture. Ces droits ne sont pas des privilèges. Ce sont des besoins vitaux. Nous les défendrons avec toute notre force. Et enfin, le droit de vote pour les personnes étrangères résidant à Toulouse. Participer aux décisions qui façonnent la vie, ce n'est pas un luxe, c'est juste la base. Alors nous voulons construire ce futur avec celles et ceux qui n'ont jamais eu le droit, qui n'ont jamais eu de voix, qui subissent les oppressions et qui sont invisibilisés. Ce sont eux, ce sont vous, qui pouvez renverser le cours des choses. Comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. La nôtre, nous choisissons de l'accomplir. Je vous remercie. Pour continuer, moi je fais pas la même taille. Pour continuer ce meeting, c'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je vais donner la parole à Anas Kazib, qui est cheminot, délégué syndical et porte-parole de Révolution Permanente. Si vous l'avez pas vu humilier l'extrême droite récemment sur un plateau télé, c'est peut-être que vous le connaissez comme un des visages de la solidarité avec le peuple palestinien. Je voudrais profiter de ce meeting pour envoyer toute ma solidarité à ce titre à Amin, un jeune ingénieur, qui, comme beaucoup de sa génération, a refusé de rester silencieux face au génocide. Il a organisé une action de désobéissance civile sur le Tour de France pour dénoncer la présence de l'État d'Israël. Et il sera jugé demain à Toulouse pour cela. Et il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc demain, il faudra qu'on soit nombreux à midi devant le palais de justice
pour rappeler que soutenir la Palestine n'est pas un crime, au contraire, c'est un devoir et nous continuerons de le faire. Bonsoir Toulouse, est-ce que vous allez bien? On l'a pas mis dans le programme, mais il faudra qu'on exige le chauffage aussi à la salle Barcelone, parce que qu'est-ce qui caille? C'est incroyable. Écoutez les amis, moi je suis très heureux d'être ce soir parmi vous dans cette salle avec énormément de monde. Et je pense que c'est à noter aussi parce qu'on est à 4 mois de l'élection municipale et que c'est pas encore la priorité de toutes et tous. Et donc ça dit énormément de bien de ce lancement et de cette candidature qu'on est en train de porter. Moi, ça me rappelle notamment le meeting en 2021 qu'on avait fait ici lorsqu'on avait lancé ma candidature à la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est pas moi le candidat de la ville de Toulouse. Peut-être un jour si je m'installe ici. Mais je suis extrêmement fier en tant que porte-parole de Révolution Permanente de venir apporter tout notre soutien à Vanessa Pedinotti et tous les camarades qui sont à ses côtés pour le lancement de cette candidature à la mairie de Toulouse. C'est de fait la première fois qu'avec Révolution Permanente, depuis notre fondation, il y a 4 ans maintenant, que nous nous lançons dans l'élection municipale. Et en plus de Vanessa ici à Toulouse, nous présentons également 8 autres candidatures ouvrières et révolutionnaires dans plusieurs villes comme à Saint-Denis, Montpellier, Paris ou encore Bordeaux. Si on se présente dans cette élection, c'est pour faire entendre la voix de ceux qui font tourner la société, la classe ouvrière et la jeunesse dans une échéance qui va être importante en 2026. Cette élection municipale, en mars prochain, elle se tient pile 1 an avant les prochaines présidentielles. Ça va être un test grandeur nature au moment où tout le monde se prépare à l'après-Macron. Les politiciens professionnels sont aux aguets parce qu'ils veulent utiliser les municipales comme un marchepied à la présidentielle. Dans les villes de droite, la gauche institutionnelle promet qu'elle va diriger autrement, mais une fois aux manettes, elle fait la même politique. Le Parti socialiste ou Europe Écologie Les Verts défendent les mêmes programmes. Gérer localement l'austérité, rendre les villes attractives pour les entreprises en faisant des cadeaux au patronat, appliquer des politiques sécuritaires pour réprimer les classes populaires. Au Mans, par exemple, le maire Parti socialiste Stéphane Le Foll ferme un musée pour y mettre un hôtel de luxe à la place. À Saint-Denis, la mairie PS est à l'avant-garde de la traque des habitants avec un logiciel de vidéosurveillance algorithmique qu'ils ont acheté après les Jeux Olympiques. À chaque fois, ils emballent ça dans un papier cadeau rose ou vert avec quelques promesses concernant les services publics. Bref, il n'y a rien à attendre d'eux. En ce moment même, vous avez suivi, je pense, le Parti socialiste est en train de négocier un budget austéritaire avec la Macronie. Il prévoit par exemple 8 milliards, les amis, 8 milliards de moins pour le fonctionnement des collectivités. Ça veut dire des millions et des millions d'euros en moins pour les services publics, la santé, l'école de nos enfants, les logements, les transports. Pour faire passer la pilule, on nous parle de suspension, avec des guillemets, de la réforme des retraites, alors que c'est une arnaque totale. Une arnaque totale. C'est en réalité un décalage de l'application de la réforme des retraites en 2026 et ça reprendra dans le budget 2028. En vrai, à part 1 ou 2 trimestres de gagner pour ceux qui devaient partir maintenant, l'avenir pour tous, ce sera 64 ans minimum. En échange donc de quelques millions d'euros de décalage de l'application de cette réforme, le gouvernement soutenu par le Parti socialiste compte attaquer les classes populaires, les allocations familiales, les arrêts maladie, la santé ou encore supprimer plus de 3000 postes dans la fonction publique. Ce sont donc des aides-soignantes en moins, des profs en moins pour toutes et tous. C'est aussi 7 milliards de moins pour la santé et 6,9 milliards de plus pour le réarmement, faisant, écoutez bien, du budget militaire demain le premier poste de dépense devant l'éducation nationale. C'est plus qu'un symbole.
Un petit chiffre d'ailleurs en parlant de l'armée. Sous le mandat de Emmanuel Macron, le budget de l'armée a doublé en l'espace de 7 ans. Et il doit atteindre, accrochez-vous à vos chaises, plus de 150 milliards d'euros d'ici 2030, alors qu'il était de 32 milliards en 2017. Nous, on veut faire entendre une voix donc radicalement différente de tout ça, les amis, mais différente aussi de ceux qui prétendent incarner une alternative, qui ensuite sont les premiers artisans de l'austérité et de la répression une fois au pouvoir. Le Rassemblement national, par exemple, eux préparent un nombre de candidatures record en 2026 et voudraient percer à l'échelle locale. Mais ce qu'ils font dans des villes comme Perpignan, ça annonce la couleur. Ce sont les mêmes politiques pro-patronales et racistes, mais avec un peu plus de nostalgie de l'Algérie française en plus. À Perpignan, Louis Alliot a voulu nommer une esplanade en hommage au fondateur de l'OAS, qui a organisé des attentats pour défendre l'Algérie française et a fait des dizaines de morts dans les années 1960. Moi, j'ai par exemple un procès, comme vous le savez, pour apologie du terrorisme, pour avoir soutenu le peuple palestinien qui se déroulera en juin prochain. Mais pour eux, ça passe. Pour rappel, Louis Alliot, c'est celui qui a été condamné pour détournement de fonds publics comme Marine Le Pen dans le procès des faux assistants parlementaires européens du Front National. Des millions d'euros détournés pour faire tourner leur parti. Pour la petite histoire, dans cette affaire, on a appris que le seul SMS échangé entre Louis Alliot et son assistant parlementaire, c'était de venir manger la galette des rois au siège du Front National à l'époque. Vous imaginez un assistant parlementaire payé avec l'argent du contribuable pendant 9 mois avec un seul SMS échangé pour la galette des rois. Une de ses premières mesures d'ailleurs, en tant que maire à Perpignan, ça a été par exemple d'augmenter son salaire de 17%. Bref, partout où ils ont un peu de pouvoir, on voit ce qu'est l'extrême droite. Un nouveau parti bourgeois, profondément raciste, mais aligné sur les mêmes objectifs que Macron. Le projet qu'on défend, nous, il s'oppose à tous ces politiciens professionnels et à leurs privilèges. À la voix qu'on veut défendre, et qu'on veut faire entendre, c'est celle des travailleurs. Trop souvent, on nous met à distance de la politique. Pour eux, on n'est bon qu'à travailler et à fermer nos gueules. Encore plus, si on a le malheur de pas avoir le bon teint de peau, comme Vanessa ou moi, on nous fait comprendre qu'on n'a pas notre mot à dire dans ce pays. Mais c'est nous, les amis, c'est nous, toutes et tous dans cette salle, qui nous réveillons à 5 heures du matin, qui faisons les 3-8, qui nettoyons les bureaux, conduisons les bus, soignons les gens à l'hôpital, enseignons aux enfants à l'école, ou encore sommes ouvriers dans l'aéronautique. C'est à nous aussi de dire comment la société devrait être gérée. Nos candidatures, c'est pour dire ça et pour défendre la nécessité d'une riposte par en bas et d'un programme anticapitaliste. Il faut des réponses radicales qui ne s'arrêtent pas au cadre des institutions existantes. Ça, les camarades, ce sont des différences importantes qu'on a avec la France insoumise. Les insoumis dénoncent des choses qu'on peut partager, mais leur stratégie, elle sème de profondes illusions sur l'échelon municipal. Ils revendiquent de gérer autrement les villes qu'ils pourraient conquérir, mais dans le strict respect du cadre existant, en activant les leviers institutionnels adaptés. Par exemple, une mesure d'urgence basique comme contre la hausse des loyers est de commencer par geler les loyers, les empêcher d'augmenter, comme en a parlé Gallet tout à l'heure. Mais la France insoumise, dans son programme, elle, revendique de demander justement cette autorisation au préfet pour cette mesure et de ne le faire qu'en zone tendue et pas dans toutes les villes. Cette logique institutionnelle, c'est aussi celle qui conduit la France insoumise à chercher des alliances avec des partis bourgeois comme Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. Le nouveau Front Populaire, c'est fini. Enfin pour l'instant. Mais ces dernières semaines encore, la France insoumise tentait de nouer une alliance avec le maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, le même qui a armé la police municipale ou encore expulsé des squats. Nous, les amis, on veut surtout pas rentrer dans ces logiques. On porte un programme qui part des luttes et des besoins de ceux d'en bas, pas de la recherche de compromis parce qu'on nous autorise à revendiquer. Excusez-moi, pas de ce qu'on nous autorise à revendiquer. Nous, on ne veut pas diluer les besoins des classes populaires pour des arrangements électoraux. C'est ça l'histoire de la gauche institutionnelle dans ce pays.
Dans ce type d'élection, ils portent des programmes minimaux pour ménager tout le monde et faire une alliance pour distribuer les places dans les mairies. Ça, les amis, ça ne nous empêche pas, nous, au contraire, de défendre des mesures comme la gratuité des cantines scolaires, l'étude des enfants ou encore les activités périscolaires. Justement parce qu'on sait ce que c'est de devoir lâcher 150 à 200 euros en cantine chaque mois en allant bosser pour un SMIC. Moi-même, devant vous, les amis, j'ai 3 enfants. Et chaque mois, pour mon dernier en maternelle, je donne 190 euros juste pour la cantine et la garde jusqu'à 18 heures. Imaginez fois 2 ou 3 ce que ça représente pour des parents ou encore des mères isolées qui gagnent des cacahuètes. Ce sont nos vies à nous aussi, la vie de ces camarades qui composent cette liste, donc on sait à quel point c'est primordial d'aller chercher tout ça. Mais on veut aussi faire campagne pour expliquer pourquoi les services publics devraient être sous le contrôle des travailleurs. Pourquoi on devrait arrêter de donner le moindre centime d'aide publique aux grandes entreprises et en finir avec tous les projets qui sont à leur service. Pourquoi on devrait abolir tous les privilèges des élus. On ne veut pas faire carrière, nous. On veut même en finir avec les politiciens professionnels. C'est pour ça qu'on défend que le maire de Toulouse et n'importe quel élu de cette ville devrait être payé comme un ouvrier qualifié, une infirmière ou un professeur. C'est pour ça qu'on pense que les élus devraient être révocables à tout moment. Mais on a aussi envie de parler d'augmentation de salaire, de retraite, de minima sociaux, de prix de l'énergie, de la remilitarisation et même du génocide à Gaza. Ces revendications, elles sont essentielles. Et je pense ici à tous les parents présents. Si on travaille, si on trime durement, c'est parce qu'on espère aussi leur laisser un avenir meilleur que le nôtre, débarrassé de toutes ces oppressions et de l'exploitation capitaliste. Je pense bien évidemment à cette jeunesse dans la salle, inquiète de l'avenir aussi, et qui lutte contre la crise climatique, les violences policières ou le génocide en Palestine. C'est ça qu'on veut défendre. Vous l'aurez compris, les amis, avec Révolution Permanente, on n'a pas envie de vendre du rêve à qui que ce soit ici, ni dans aucune des villes où on se présente. On ne vous dira jamais « vote pour moi et va reprendre ta petite vie tranquille, je m'occupe du reste ». Si on est élu, on défendra avec rage notre programme offensif dans les conseils municipaux pour en finir avec les politiques d'austérité et la répression. On utilisera aussi nos positions pour soutenir et appuyer les luttes dans la jeunesse, le monde du travail, comme on l'a fait ces dernières années. Gilets jaunes, retraite, grève dans l'aéro, lutte aux côtés des cheminots, des agents de TCO, dans les mouvements contre les violences policières, l'islamophobie ou le génocide à Gaza. Si vous connaissez dans cette salle Révolution Permanente, Vanessa ou moi-même, c'est parce que vous savez qu'on est des gens de terrain. On n'a pas besoin de connaître vos vies parce qu'on a exactement les mêmes. On vit les mêmes difficultés que vous et que les millions de travailleurs et de jeunes dans ce pays. Ce programme, on va l'arracher ensemble, en allant chercher par la lutte bien plus que quelques miettes. On n'est pas juste en train de construire une élection, on construit aussi l'avenir à Toulouse. L'avenir que les bourgeois veulent pour nous, lui, c'est la militarisation. Et à Toulouse, les amis, vous allez être en première ligne. Vanessa va plus dérouler sur ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, vous voyez, on distribue à la population des guides pour savoir comment agir en cas de guerre. En Allemagne, par exemple, on est en train de réouvrir des abris nucléaires. Ils sont, les amis, en train de préparer les esprits à la guerre. Mais Toulouse, c'est aussi un lieu de la lutte de classe, où on a manifesté avec force pendant les Gilets jaunes. C'est des manifestations avec des milliers de personnes contre le génocide à Gaza. On ne doit jamais oublier la Palestine, les camarades, car la barbarie que tous les impérialistes ont soutenue à Gaza, ils la soutiendront partout demain. Ce que je veux vous dire, c'est que si Toulouse va être au cœur de l'appareil militaro-industriel, ça veut dire aussi que les centaines de milliers de travailleurs de la région peuvent stopper la machine de guerre. Un exemple, les travailleurs de l'aéronautique de Sud Aviation l'avaient montré en 68. Avec les autres 100 000 grévistes de Haute-Garonne, la classe ouvrière a eu la force de stopper l'économie. Hier, elle peut arrêter la militarisation demain en s'inspirant des dockers italiens. C'est pour tout ça, les amis, que pendant les 4 mois de campagne, je vous invite vraiment, à la fin de ce meeting,
à rejoindre Révolution Permanente, à vous organiser avec nous et soutenir la candidature de Vanessa, parce que c'est votre candidature, le visage d'une femme noire, travailleuse comme vous, mais aussi une syndicaliste qui a créé son syndicat dans sa boîte et qui milite au quotidien aux côtés de ses collègues pour relever la tête contre le patronat. Une femme qui, en plus de l'exploitation pour un patron, vit aussi le racisme et le sexisme en tant que femme noire. C'est le début de la campagne. On a encore beaucoup de chemin d'ici mars prochain, mais si vous êtes à leur côté dès le début, je suis sûr que pendant cette campagne, vous allez faire trembler Toulouse et choquer les bourgeois. Vous avez la possibilité pour la première fois de faire rentrer la classe ouvrière dans cette mairie. Ce serait révolutionnaire dans cette ville populaire dont l'histoire s'est forgée avec les vagues d'immigrés d'Afrique, les réfugiés de la dictature espagnole et portugaise, les grandes grèves de la métallurgie ou encore la mort des ouvriers de l'usine AZF qui étaient tout sauf un accident, mais le résultat de patrons qui se fichent de la vie et la sécurité de ceux qui les exploitent, qu'ils exploitent. La population de cette ville, c'est au plus profond d'elle ce que veut dire la barbarie de ce monde capitaliste. C'est nous qui faisons tourner la société, c'est nous qui devons la diriger. Alors le 15 mars, votez Révolution Permanente, votez Vanessa Pedinotti. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, le moment tant attendu, puisque je vais donner la parole à Vanessa Pedinotti, qui est une camarade de combat, une syndicaliste comme on l'a dit, et qui sera la candidate pour Révolution Permanente Toulouse au municipal. Donc je vous demande évidemment de l'applaudir très très fort. Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend bien? Ok, c'est parti. Bon, déjà, je voulais commencer par dire que pour moi, c'est une immense fierté d'être ici ce soir avec vous tous et de partager cette tribune avec des camarades comme Galet qui est parti, comme Anas, comme Rosen, comme Alberta, qui tous les jours luttent sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études avec un courage et une détermination qui est incroyable. C'est aussi une immense fierté d'être ici ce soir avec toutes les militantes et les militants qui ont charbonné ces dernières semaines, qui, après leur taf, après leur cours, ont tracté, ont fait du porte-à-porte pour que cette soirée, elle puisse exister et que ce meeting, il puisse exister et qu'on soit aussi nombreux ce soir. Et je pense qu'il faut qu'on les applaudisse tous très fort. Avec cette campagne, on veut mettre un coup de pied dans la fourmilière et on veut poser la question de quel Toulouse on veut. Est-ce qu'on veut le Toulouse de la militarisation, du patronat, des promoteurs immobiliers, ou est-ce qu'on veut le Toulouse de toutes celles et ceux à qui on donne jamais la parole et de ceux qui n'ont même pas le droit de la prendre, comme les travailleurs des bibliothèques, alors qu'ils luttent toute l'année pour leur dignité et pour leurs emplois et contre l'austérité, et aujourd'hui ils n'ont même pas le droit de parler. Nous, on veut que le Capitole, ce soit pas un lieu déconnecté de nos vies, dans lequel il y a des gens, des politiciens professionnels qui sont dans des bureaux et qui administrent la ville. On veut faire rentrer dans le Capitole la lutte des travailleurs, la lutte des quartiers, de Ramonville de Ramonville à Rangueil, à Bagatelle, au Mirail, à la Reinerie, tous les quartiers, Rangueil, etc., etc., etc.
Bon, mais pour faire tout ça, il va falloir s'organiser parce que en face de nous, il y a un certain nombre d'obstacles et un des obstacles, c'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on a intégré l'idée que la politique, c'est pas l'affaire des travailleurs. La politique, c'est l'affaire de ceux qui sont cloîtrés dans des bureaux, qui toute leur vie ont été formés à administrer et qui, pour le faire, gagnent en un mois ce que nous, on gagne en un an. Et si on pense comme ça, c'est parce que toute notre vie, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Toute notre vie, le message qui nous a été envoyé, c'est « reste à ta place ». Ne bouscule pas l'ordre établi. Moi, cette injonction-là, je la connais parce que à mon travail, dans mon taf, c'est une injonction à laquelle j'ai été confrontée quand j'ai voulu monter un syndicat. Tu veux monter un syndicat? Reste à ta place. Tu veux connaître la transparence sur les salaires, sur les augmentations, sur les comptes de l'entreprise? Reste à ta place. Tu veux défendre ta collègue qui est victime de harcèlement et qui le dénonce par son chef? Reste à ta place. Mais ça, c'est une technique d'intimidation, les amis. C'est une technique d'intimidation qui est mise en place précisément par les gens pour qui l'idée même que tu restes à ta place, ça les fait paniquer. Moi, quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai vu émerger des commentaires, des messages racistes sur les réseaux sociaux, sous l'affiche où je suis en photo avec mon camarade Anas. Il y a quelqu'un qui a dit « J'espère que ces deux-là, ils vont jamais se reproduire. » Ouais. Mais je pense que si cette candidature, elle peut mettre en PLS l'extrême droite, alors elle a toute sa légitimité. Parce que oui, pour eux, une femme noire, travailleuse, syndicaliste, d'extrême gauche, ça devrait pas parler de politique. Il y a plein de choses que ça a le droit de faire. Comme accepter d'être discriminé au logement, discriminé à l'emploi, accepter d'être sous-payé, accepter d'être maltraité par le système de santé, accepter d'occuper les jobs les plus pénibles, mais pas parler de politique. Pour eux, j'ai pas le droit de parler de la Palestine, j'ai pas le droit de parler de violence policière, j'ai pas le droit de parler tout court. Moi, je dis à l'extrême droite que je me présente au municipal et que j'ai aucune permission à leur demander. J'ai aucune permission à demander à ceux qui menacent nos enfants dans les écoles comme ils l'ont fait à Alfred de Musset au Minime. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens, t'accompagnent tranquillement ton gamin à l'école un lundi matin et tu te retrouves face à un caddie qui est rempli d'insultes racistes. Tu ne peux même pas laisser tes enfants l'esprit tranquille parce que t'as peur pour eux, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que tes enfants, ils avaient pas le droit d'aller à l'école et qu'ils avaient pas le droit d'apprendre. Mais si l'extrême droite, elle se sent pousser des ailes comme elle le fait ici à Toulouse, si elle bombe le torse comme elle le fait, c'est parce que on lui donne l'air pour respirer. On vit dans une ville où il y a le maire Jean-Luc Moudenc qui, toute l'année, mène une politique au service de l'extrême droite et des pires réactionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu, il a annoncé sa candidature à sa réélection parce que Jean-Luc Moudenc, il persiste et il signe. Et son projet pour Toulouse, c'est l'austérité XXL et le tout sécuritaire. Son projet pour Toulouse, c'est plus de caméras et plus de police. Sa mesure phare, c'est de mettre des caméras partout. Il en veut dans toutes les rues. C'est ce qu'il a dit. Depuis 2014, il en a déjà installé 654. C'est 20 millions d'euros. On aurait pu employer avec cet argent 300 infirmières. Mais quand il y a un père de famille qui est tué par la police, quand la famille de ce père, elle demande à avoir accès aux caméras de vidéosurveillance, non seulement on le lui refuse, mais en plus on la persécute et on envoie la police chez elle. C'est ça la sécurité de Jean-Luc Moudenc. La sécurité de Moudenc, elle n'est pas au service des classes populaires, elle n'est pas au service des travailleurs, elle est contre eux. Moudenc, il a peur de la population parce que Moudenc, c'est le candidat du patronat, c'est le candidat des promoteurs, c'est le candidat des grands propriétaires et c'est le candidat de l'austérité pour les travailleurs. Alors non, c'est pas anodin qu'il y ait des provocateurs racistes qui se sentent légitimés, qui se sentent pousser des ailes
quand il y a Moudenc dans la lignée des Retailleau, des Macron, des Darmanin, qui en fait normalisent le racisme d'État, normalisent la précarité et la répression. Moudenc, toute l'année, Gallet en a parlé, il traque les mineurs isolés. Il envoie la police défoncer les portes à coups de bélier pour les remettre à la rue. On parle de jeunes qui, en fait, sont laissés dans le froid, sans aucune solution de réhébergement. Et tout ça, ça se fait avec un discours raciste pour justifier la répression qui leur est faite. Moudenc, c'est celui qui détruit les quartiers populaires, littéralement. Il y a des gens, des habitants de la Reinerie, du Mirail, qui sont expulsés de chez eux et qui doivent aller se loger plus loin et plus cher. C'est une vie de quartier. C'est des gens, ils sont là depuis 40, 50 ans. Ils ont des habitudes, ils ont des liens sociaux. C'est le voisin de palier à qui que tu dépannes, pour qui tu fais une course. C'est celui qui garde tes gosses quand tu rentres tard du taf. C'est le monsieur un peu âgé de ta résidence que t'invites pour un café, pour manger, pour qu'il se sente un peu moins seul. C'est toute une vie de quartier qui est détruite pour remplir les poches des promoteurs immobiliers comme les Green City, les LP Promotion et des bailleurs sociaux. Nous, notre campagne, elle porte la fierté des travailleurs à l'international parce qu'on pense qu'il n'y a pas besoin d'une carte d'identité pour savoir qu'on vit tous dans la même galère. Notre campagne, elle est antiraciste et anticapitaliste. C'est une campagne de résistance contre l'extrême droite, contre le racisme d'État et contre toutes les lois racistes et xénophobes. Et si on se présente, c'est pour envoyer un message. Cette résistance, il faut qu'elle vienne de nous-mêmes. Il faut qu'elle vienne de nos lieux de travail, de nos lieux d'études, de nos quartiers. Et il faut qu'elle soit dans la continuité de toutes les luttes qu'on a menées aux côtés des mineurs isolés, aux côtés du comité Vérité et Justice pour Bilal, aux côtés des mobilisations pour la Palestine et aux côtés des grèves des travailleurs sociaux de l'UCRM qui ont lutté contre le tri raciste qui leur était imposé dans les centres d'accueil. C'est ni à l'extrême droite, ni à Moudenc de décider qui a le droit d'aller dans nos écoles, qui a le droit de circuler dans nos quartiers et qui a le droit de se loger. Vivre dignement dans cette ville, c'est un droit, ça devrait pas être un luxe et ça devrait surtout pas être quelque chose qu'on implore à des politiciens professionnels ou à des préfets qui nous regardent de haut. Rendez-vous compte, il y a des gens qui expliquent qu'ils vivent dans un appartement qu'ils payent des centaines d'euros par mois, dans lequel il y a des murs qui sont remplis de moisis, qui les tuent à petit feu, alors que dans le même temps, il y a 46 000 logements vides. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est 46 000 logements vides, mais on aurait largement de quoi loger tous les gens qui en ont besoin, quand on sait qu'il y a entre 1000 et 7000 sans-abri, qu'en 2023, il y avait 13 000 appels au 115, on pourrait les loger et c'est pour ça que nous, on revendique la réquisition de tous les logements vides pour accueillir tous ceux qui en ont besoin. Les sans-abri, les étudiants précaires, les femmes qui sont victimes de violences. On revendique aussi le gel et le plafonnement de tous les loyers parce que personne ne devrait avoir à choisir entre se loger ou bien manger. Et personne ne devrait avoir entre ses mains, notamment les promoteurs immobiliers, un droit qui est vital comme celui de se loger. D'un côté, Moudenc, il détruit les quartiers populaires, les services publics. Et de l'autre, il construit dans la continuité de son projet qui est de faire de la ville de Toulouse une sorte de grande chaîne de montage au service des intérêts
du patronat, de Thales, d'Airbus, de Safran, de Dassault. C'est toute la ville qui est pensée et qui est organisée autour des intérêts, des profits de ce grand patronat. La ligne C, vous avez vu, elle s'appelle la Toulouse Aerospace Express. Et la semaine dernière, Macron, il est venu à Toulouse. Pour ceux qui vivent ou qui travaillent à Ramonville, moi c'est mon cas, on pouvait pas le rater parce que la police était partout pour empêcher qu'il y ait une manifestation qui s'organise, parce qu'il faudrait surtout pas entacher l'opération de com que Macron il était venu faire, c'est-à-dire une propagande idéologique guerrière au lendemain du 11 novembre. Macron, il a inauguré le centre de commandement de l'espace. C'est 11 000 mètres carrés qui ont été construits à côté du CNES pour préparer la guerre de demain. C'est lui qui le dit, Rosen l'a dit, il dit la guerre de demain, elle va commencer dans l'espace. Ça veut dire que si elle commence dans l'espace, la guerre de demain, alors c'est à Toulouse, dans le bassin industriel de l'aérospatiale, qu'elle va commencer. Nous, on doit se demander ce que ça veut dire. Rendez-vous compte, ça fait des années que les technocrates de la mairie, ils nous disent que Toulouse, c'est une mono-industrie, qu'il faudrait diversifier la production parce qu'il faudrait pas que ça repose uniquement sur l'aéronautique. Et aujourd'hui, leur reconversion, elle est toute trouvée. Elle fait plaisir aussi bien au patronat qu'à l'impérialisme français. C'est la militarisation. Macron, main dans la main avec Moudenc, il veut faire de Toulouse la ville, la capitale européenne de la guerre. Centre de l'armement de l'espace. Ils veulent faire renaître de ses cendres la base aérienne 101 et le centre d'excellence de l'OTAN. Alors je sais que pour beaucoup, parce que c'est ce qu'on nous apprend à la télé, c'est ce qu'on voit dans les médias, l'OTAN, c'est l'organisation de défense des peuples opprimés, c'est l'organisation de défense de la paix. Mais la réalité, c'est que l'OTAN, c'est une coalition impérialiste dont le but, c'est de défendre les intérêts des puissances qui la composent. L'OTAN, c'est l'organisation qui a armé la France pendant la guerre d'Algérie. C'est l'organisation qui est responsable de centaines de milliers de massacres, de centaines de milliers de morts au Kosovo, en Afghanistan et en Libye. Alors ça veut dire quoi, faire de Toulouse la capitale européenne de la guerre? Ça veut dire mettre la ville dans sa globalité au service de ce projet. Pas seulement les travailleurs de l'aérospatiale, mais tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a les hôpitaux qui reçoivent déjà des circulaires pour leur dire qu'il faut se préparer à accueillir par milliers des blessés, des soldats en cas de conflit. Faire de Toulouse la capitale de la guerre, ça veut dire préparer les consciences, et ça depuis le plus jeune âge. Dans les lycées comme à Gallieni ou comme à Raymond-Nave, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens d'engager des AESH pour accompagner les enfants en situation de handicap, mais des moyens, il y en a pour faire venir l'armée dans les bahuts et pour embrigader les gosses en leur faisant des cours de défense et de préparation à la guerre. Faire de Toulouse la capitale de la guerre, ça veut dire détruire tous les services qui rendent la vie agréable au quotidien, notamment la culture. Avec l'austérité, il y a des bibliothèques qui ferment, il y a des associations culturelles et sportives qui meurent, notamment dans les quartiers populaires. Pour eux, c'est bosser, 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 sans loisirs, sans activités, sans même un terrain de foot ou un cinéma. Faire de Toulouse la capitale de la guerre, ça veut dire discipliner la population pour qu'elle s'y soumette. D'où les caméras dans toutes les rues, en fait. Il n'y a aucun réarmement dans l'histoire qui s'est fait sans des attaques aux travailleurs et sans des attaques aux droits démocratiques. L'économie de guerre, ça vient toujours avec des atteintes aux droits de grève, avec l'accélération des cadences, avec la revenue des idées réactionnaires qui remettent au centre le devoir de la patrie, la famille traditionnelle. C'est des attaques sans précédent à nos droits reproductifs, aux droits des personnes LGBT et à tout ce qui sort de ce cadre. Faut pas oublier notamment que Moudenc, c'est celui qui, en 2012, participait aux manifs pour tous. Aujourd'hui,
on poursuit des syndicalistes et des militants politiques comme Anas Kazib, comme Jean-Paul Delesco, comme Timothée L'Esprit, parce qu'ils ont exprimé leur soutien avec la Palestine. Demain, il y a des syndicalistes qui seront poursuivis parce qu'ils auront refusé de produire tel drone, tel Rafale, telle pièce électronique qui sert à aller tuer des gens quelque part. Demain, il y a toute opposition, toute critique qui sera accusée de faire le jeu de l'ennemi russe ou de l'ennemi chinois. Et on voit déjà comment l'argument de la défense nationale, ça sert déjà à justifier l'austérité, parce que chaque année, on nous dit qu'on peut pas nous augmenter. Chaque année, on nous dit que y a pas d'argent pour les services publics. Mais chaque année, il y a des milliards pour le budget de l'armée et il y a des milliards pour les patrons. Les travailleurs d'Airbus, de Thales, c'est quelque chose qu'ils ont dénoncé quand ils se sont mis en grève. Ils disaient à ce moment-là, il y a plus d'1 milliard de bénéfices qui est fait, et pourtant, nous, on nous annonce 0% de revalorisation salariale. Pendant le plan lead à Airbus, ils disaient, les carnets de commandes, ils sont pleins, et pourtant, on supprime des emplois. Et cette politique-là, elle se répercute dans toute la sous-traitance. Nous, dans notre boîte, ça fait 4 ans qu'on demande des augmentations générales à la hauteur de l'inflation. Ça fait 4 ans qu'on nous dit non. Nous, les travailleurs, on produit toute la richesse de cette ville, c'est nous qui la faisons tourner, et pourtant c'est à nous qu'on demande de faire des efforts, c'est à nous que on demande de sacrifier nos retraites, et c'est à nous que demain, on va dire laisse ton enfant aller au front. Mais du coup, face à cette perspective pour le moins désastreuse, j'ai l'impression que je vous ai déprimé. Je vous annonce qu'un autre Toulouse est possible. J'ai des camarades de Thales qui me disaient que ça leur arrive des fois de travailler sur un projet et d'apprendre au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'en fait, ils avaient travaillé sur quelque chose qui était à destination de l'armée d'Israël. Et je pense qu'on est nombreux, en vrai, dans ce cas, à ne pas savoir exactement ce qu'on fait et à quoi ça sert, que ce soit un ingénieur chez Thales, un ouvrier chez Renault ou un préparateur chez Amazon. Tout est fait pour qu'on en sache le moins possible. Nous, on pense que les travailleurs, ils ont le droit de décider c'est quoi, de savoir en tout cas, et de décider après, mais de savoir c'est quoi le fruit de leur travail. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans ce secteur parce que je voulais aider à améliorer la prévision des inondations. Je voulais le faire à l'échelle mondiale, je voulais sauver des vies. Et en fait, les satellites, ils peuvent servir à ça. Entre les mains des travailleurs, les satellites, ils peuvent servir à ça. Mais entre les mains du patronat et des capitalistes, les satellites, ils servent toujours, ils finissent par servir à la sécurité nationale, c'est-à-dire à la surveillance et à la destruction. Les travailleurs, ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent produire. S'ils veulent produire des outils qui vont servir à la santé, à l'éducation, à l'environnement, ou s'ils vont produire des outils qui vont servir à l'estropier des enfants à Gaza. Nous, on pense que les travailleurs, que l'industrie aérospatiale, ça devrait pas être entre les mains de quelques capitalistes qui l'orientent en fonction de leurs profits, mais que ça devrait être entre les mains des travailleurs. L'industrie aérospatiale, elle devrait être nationalisée, être mise sous le contrôle des travailleurs, parce que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. Et nous, on est fiers d'avoir des camarades de l'aéronautique qui ont été parmi les premiers à revendiquer la reconversion de leur production. C'était pendant le Covid, au moment où le gouvernement il gérait la crise, la pandémie. Bon, il l'a toujours fait pendant tout le truc, mais c'était pendant qu'il gérait la crise de façon complètement désastreuse, qu'il y avait plus de masques et que la majorité d'entre nous, on était confinés. Ces camarades des ateliers de la Haute-Garonne, c'est à Toulouse, eux, ils étaient forcés d'aller en usine pour produire des rivets pour les avions. À ce moment-là, il n'y avait aucun avion qui circulait.
Donc, ils étaient forcés de mettre leur vie en danger pour faire un truc qui sert à rien. L'exemple incarné même du cynisme du patronat de l'aéronautique à ce moment-là, c'est le patron de Richebourg qui, depuis sûrement sa maison de campagne quelque part, a dit « Les ouvriers, ils doivent choisir entre mourir de faim et mourir du virus. » On est d'accord. Les camarades des ateliers de la Haute-Garonne, des AHG, je vais le dire comme ça maintenant pour aller plus vite, mais vous avez compris le truc. Eux, ils ont dit, mais nous, on refuse en réalité de venir travailler pour produire un truc qui sert à rien, qui sert à une seule chose, c'est de remplir les poches du patron. Nous, si on doit mettre notre vie en danger, on veut que ce soit pour que ça serve à quelque chose, parce que là, en ce moment, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir à cause du Covid. Nous, on veut reconvertir la production, on veut produire des masques. Ils ont construit une coordination de l'aéro pour mener ce combat, et en faisant ça, ils ont montré c'est quoi la solidarité ouvrière et c'est quoi les moyens de production entre les mains des travailleurs. Le projet de Moudenc pour Toulouse, c'est Toulouse, capitale de la militarisation. Notre projet à nous, ça doit être Toulouse, capitale de la lutte contre la militarisation et contre l'impérialisme. On est là. Et cette voix antimilitariste, il faut qu'on la fasse entendre dans cette campagne municipale, parce qu'on est la seule force politique aujourd'hui qui se pose la perspective de s'opposer clairement à ce projet. Aujourd'hui, il y a toutes les forces de la gauche institutionnelle, du Parti socialiste à la France insoumise, qui se rangent derrière la course au réarmement. Quand Bastien Lachaud, qui est député LFI, il dit qu'il refuse de signer le budget de l'armée, c'est uniquement parce que il le juge insuffisant. Il l'a dit encore il y a quelques semaines, il l'a dit le 5 novembre en commission des finances. Et dans la continuité de ça, nous, on se reconnaît pas dans la France insoumise qui vante, qui revendique la grandeur française sur les 5 continents ou la France comme deuxième puissance maritime, parce que cette grandeur française, elle repose sur l'oppression des peuples. Moi, je viens de Guadeloupe et la France chez moi, c'est le RAID, c'est le GIGN, c'est des chars blindés de la gendarmerie qui mutilent les gens, qui se soulèvent contre la misère, contre la violence coloniale et contre l'oppression. Et nous, sur notre liste, on a des syndicalistes de l'aérospatiale qui participent à des collectifs pour discuter de comment dans nos boîtes on va réussir à lutter contre la militarisation, contre l'impérialisme et contre le génocide en Palestine. On pense qu'il faut en faire entendre cette voix dans les municipales et dire haut et fort que ni 1 euro, ni une vie n'ira dans leur guerre. Cette campagne, on veut que ce soit celle de toutes celles et ceux qui font tourner la ville, vous l'aurez compris, au fur et à mesure des différentes prises de parole, parce que nous, en tant que travailleurs, on doit pouvoir décider de ce qu'on veut faire, de comment on veut le faire et pourquoi on veut le faire, et on ne doit pas laisser les décisions entre les mains des politiciens professionnels qui ne connaissent rien à nos vies et qui ne connaissent rien à nos métiers. Moudenc, lui, pour organiser la ville, il doit payer un cabinet de conseil 38 millions d'euros. 38 millions d'euros pour un plan de ville à 2 vitesses, taillé pour le patronat. Alors que les meilleurs conseillers, ils sont là, c'est nous les meilleurs conseillers. C'est aux travailleurs de Tisséo, avec les usagers, de réfléchir à ce serait quoi en réalité un réseau de transport utile pour la population. C'est aux bibliothécaires de réfléchir avec leurs usagers à quels services ils veulent fournir. C'est aux habitants des quartiers, avec des comités d'architectes, d'ingénieurs, de réfléchir à ce serait quoi un plan de rénovation pour leur quartier, pour leur logement, qui répond aux besoins sociaux et aux besoins écologiques. C'est à ça que ça doit servir l'argent public. C'est à des investissements massifs
dans les services publics et ça a des investissements dans des plans d'embauche pour que chaque service, il ait de quoi faire tourner et de quoi servir. Nous, on veut construire un Toulouse où on a accès à la santé, où nos enfants, ils ont des écoles, des crèches à proximité, où ils peuvent avoir des loisirs, où ils peuvent apprendre, où ils peuvent lire, où ils peuvent se construire une vie digne. On veut construire tout ça et on pense que pour le faire, les élus, ceux qui sont élus pour faire tout ça, ils ne devraient pas gagner plus que le salaire d'une infirmière parce qu'ils ne devraient pas vivre en dehors de notre quotidien. Ils ne devraient pas vivre sur une autre planète que la nôtre. Et on pense aussi qu'ils devraient être élus pour 2 ans et révocables parce que s'ils font pas ce pourquoi on les a mis là, eh ben qu'ils dégagent. Ce qu'on vous propose, c'est de construire avec nous une perspective d'une gauche de combat, une gauche révolutionnaire qui s'excuse pas d'exister et qui refuse de rogner sur son programme. Nous, on travaille, on fait des doubles journées pour être là, pour porter cette perspective et pour être ici. Et on veut pas s'allier, on refuse de s'allier avec ceux qui, maintes et maintes fois, nous ont trahis, maintes et maintes fois, ont piétiné tous nos espoirs, comme le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Avec cette campagne, on veut regrouper toutes celles et tous ceux qui, ces dernières années, ont relevé la tête et on veut envoyer un message de détermination pour s'affronter à Moudenc, à Macron et à l'extrême droite. Et on veut porter la perspective d'une ville de Toulouse où ceux qui décident, ce sont les travailleurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du social. Ce sont les cheminots, les chauffeurs de bus, de métro, les agents du nettoyage, les travailleurs de l'aérospatiale, ingénieurs, ouvriers, techniciens. Toutes celles et ceux sans qui cette ville, en réalité, elle ne tourne pas et à qui on ne donne jamais la parole. On veut que cette campagne, ce soit un point d'appui pour les prochaines luttes, pour celles qui arrivent, et pour faire entendre dans ces municipales la perspective d'un projet qui soit anticapitaliste, antiraciste et révolutionnaire. Et les amis, j'espère que vous serez convaincus de nous rejoindre parce que toutes les forces comptent, parce que on va avoir besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Et j'espère que vous allez rejoindre nos comités de campagne pour porter cette perspective, notre perspective, c'est celle de faire rentrer au Capitole la voix des travailleurs, de la jeunesse et des quartiers populaires. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Oula, je crie, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Comme vous le savez, c'est que le début de la campagne, donc on vous invite à la rejoindre parce que plus nombreux et nombreuses on va être pour pouvoir mener ce combat qu'on vous a raconté ce soir contre Moudenc. Plus nombreux, on pourra faire entendre notre voix parce que vous le savez, nous on n'est pas soutenus par des grandes institutions, des banques, etc. Donc on a besoin de votre force. Cette campagne, elle va être menée par la force de celles et ceux qui font tourner Toulouse. Il y a des personnes avec des pochettes bleues à la sortie du meeting qui sont là pour répondre à vos questions dans les prochains jours. Il y aura des grands tractages, des grands collages qui seront organisés pour faire entendre la voix antiraciste, anticapitaliste qu'on vous a présentée ce soir. Donc la meilleure décision que vous pouvez prendre ce soir, c'est de rejoindre la campagne pour envoyer une travailleuse au Capitole et leur montrer que on est là. Même si Moudenc ne veut pas, nous on est là.